Bonjour à tous, là je viens de rentrer du Marathon des Sables, MDS pour les intimes, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est la course à étapes la plus célèbre au monde, c'est une course qui fait 250 km en 5 étapes dans le désert du Maroc, dans le Sahara, et dans des conditions météo qui sont extrêmes, et le tout en autosuffisance alimentaire. Premier truc que je peux vous dire, c'est que je vous jure que cette course c'est vraiment de la folie. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire un truc s'il vous plaît. Tout au long de la vidéo, essayez d'imaginer, de trouver un défi personnel, un défi sportif. Par exemple, faire un marathon, faire un 10 km, un 5 km, l'ascension du Mont Blanc par exemple, courir ou marcher pendant 10 heures d'affilée, peu importe. Dites-le en commentaire, comme ça là l'espace commentaire ça va être l'annonce de tous vos défis et on va pouvoir s'encourager entre nous. Il faut quand même que ce défi ça soit un truc qui vous paraisse difficile ou comme ça, si vous arrivez à aller jusqu'au bout, je peux vous garantir que vous allez être tellement fiers et que ça peut limite changer votre vie. En tout cas pour moi, avec le Marathon des Sables, il y a clairement un avant et un après. Alors ça fait un an exactement que je me préparais pour ce Marathon des Sables, je me suis préparé à fond, j'ai joué le jeu mais comme un professionnel. Pour ceux qui veulent, vous pouvez me suivre sur Strava, Dr Isa, docteur en toutes lettres, et je poste tous mes entraînements. D'ailleurs, ma dernière vidéo YouTube c'était sur toute cette année de préparation, c'était une vidéo un peu genre vlog 1 an dans ma vie, focus sur le Marathon des Sables. You must work hard at it, you must study, you learn about focus, being able to focus on the race when the time comes. Pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne ou les personnes qui regardent les vidéos et qui sont pas encore abonnées, je vous invite s'il vous plaît à vous abonner. Moi ça me motive, ça me donne de la force pour continuer à faire des vidéos et en plus on est bientôt à 100 000 abonnés. S'il vous plaît, aidez-moi à atteindre cette barre des 100 000 abonnés, tout simplement. Merci. Alors là je viens de rentrer de ce Marathon des Sables, je suis complètement épuisé, exténué, cassé, que ce soit physiquement ou mentalement, je pense qu'en plus ça se voit à ma tête. Mais déjà un peu de contexte, là je vais vous replonger un petit peu les semaines avant le Marathon des Sables, comment ça s'était passé pour moi, pour prendre la suite en fait de la dernière vidéo, parce que les 2 dernières semaines ça a été très compliqué. En fait ce qui s'est passé c'est que pendant un de mes footings le soir, j'ai fait une belle chute vers le 15e kilomètre, je suis bien tombé, je me suis arraché mon pantalon, on va voir les dégâts. Ah oui quand même, je pensais pas que je t'ai blessé. Voilà, J-10, la pression. Ça m'a pas empêché de finir mon footing, mais le lendemain, j'arrivais pas à marcher. Donc j'appelle une collègue à moi, médecin du sport, Victoria. Je lui raconte un petit peu, je lui dis c'est simple, il faut absolument que je puisse courir le Marathon des Sables, genre c'est pas négociable. On met en place un petit protocole avec du repos total, j'ai complètement arrêté de courir, de toute façon c'était impossible, et j'ai fait quelques séances de mésothérapie. Après quelques jours, ça allait beaucoup mieux, et j'ai attendu la dernière semaine avant le MDS pour recourir. Le mercredi avant le MDS, j'ai tenté une séance de fractionné sur piste, j'avais fait 3 fois 1600 mètres avec le sac à dos, que j'avais chargé à 8 kg, pas de douleur ni à la cheville et le genou m'a laissé tranquille aussi. J'avais fait les 1600 mètres à allure à peu près 3 minutes 30 par kilomètre. J'ai trouvé ça facile, je me sentais bien, donc ça m'a fait énormément de bien au mental et j'ai commencé à reprendre confiance en moi. À J-1 avant le départ pour le Maroc. Le stress commence à monter à fond, j'avais énormément de choses à faire avant de prendre l'avion. On avait des vols qui étaient spécialement affrétés pour le Marathon des Sables. Et là, on monte dans l'avion, on arrive au Maroc et arrivé au Maroc, on est arrivé dans une petite ville qui s'appelle Rachidia. On sort de l'avion, on monte directement dans un bus et ce bus nous envoie directement en plein désert dans le bivouac où on va passer les 2 premiers jours avant le départ de la course. Et pendant ce trajet qui durait à peu près 2 heures, on nous a remis le fameux roadbook. Le roadbook c'est quoi? C'est ce fameux petit livret qui détaille toute la course. Parce qu'il faut savoir que pour le Marathon des Sables, on sait que la course va faire à peu près 250 km, mais on n'a pas les détails de la course. On ne sait pas combien de kilomètres vont faire chaque étape, on ne sait pas le dénivelé, par où on va passer, est-ce qu'on va devoir franchir des montagnes ou pas, le pourcentage de sable dans la course, par quelle dune on va passer et tout. Donc tout ça, ça reste inconnu, on le découvre que lorsqu'on arrive au Maroc et qu'on rentre dans le bus et qu'on nous remet ce fameux roadbook. Premier réflexe de toutes les personnes qui font le Marathon des Sables, dès qu'on a ce roadbook, c'est de l'ouvrir et aller à la page qui détaille l'étape numéro 4, puisque dans tous les cas, l'étape numéro 4, ça va être la plus longue. En général, c'est une étape qui fait entre 70 et 80 km. Et là, quand j'ouvre ce roadbook pour aller chercher cette étape longue, choqué, mais complètement choqué. Je vois le chiffre 90 km. Donc dans le bus là tout le monde commence à se regarder et ça parlait que de ça. Moi ce que j'ai fait c'est directement là j'ai senti le stress qui commençait à monter. Du coup je fais quoi? Je ferme ce roadbook. Je me dis là je vais partir dans un plan galère donc c'est pas la peine de se prendre la tête à tout lire. On va voir, on va vivre ça jour par jour, heure par heure, minute par minute et c'est tout. Et après environ 2 heures de trajet, le car sort de la route, commence à prendre un petit chemin en terre et là on s'enfonce complètement dans le désert et on arrive
dans le fameux bivouac. Ça, c'était vraiment incroyable de voir enfin en vrai ce bivouac que j'avais tellement vu dans des documentaires, des vidéos, des photos. Le bivouac, pour vous le représenter un petit peu, ce sont des tentes bédouines, donc ce sont des tentes de couleur noire. C'est un bout de tissu qui est monté sur des piquets en bois avec au sol un simple tapis très très fin, et toutes ces tentes sont disposées de manière circulaire avec plusieurs rangées, 3 ou 4 rangées de tentes si mes souvenirs sont bons. On sort du bus, on arrive dans le bivouac et là on se dirige vers notre tente qui était la tente 51. Voilà, je vous montre la fameuse tente 51 avec Marianne la championne. Ça va? Super. Et enfin arrivé dans le désert, dans le Sahara, il fait comme attendu hyper chaud. Départ de la course, c'est après-demain. On a eu le roadbook avec toutes les étapes et on a appris que la 4e étape fera 90 km. C'est vraiment de la folie. Ça va être dur, donc il faudra être économe sur les premières étapes. Donc je m'installe dans la tente. J'avais avec moi un petit matelas pour dormir et là j'ai passé ma première nuit dans le désert, dans le Sahara. Dès la première nuit, on s'est tapé une tempête de sable. C'était la première fois que j'assiste à une tempête de sable. C'est impressionnant. Ça souffle hyper fort et je peux vous garantir qu'on mange du sable. On a du sable qui rentre de partout, dans la bouche, dans les oreilles et tout. Et il fallait surtout faire hyper attention à ces vêtements pour pas qu'ils s'envolent. Parce que si on perd juste une paire de chaussettes ou nos chaussures qui partent ou le t-shirt, enfin bref, peu importe, ça met dans des situations de galère totale et ça peut même empêcher de faire le marathon des sables. Alors je passe cette nuit et le lendemain, c'est le fameux contrôle des sacs, c'est-à-dire qu'on va donner à l'organisation nos valises qui vont déposer à l'hôtel qu'on va récupérer après la course. Et nous, on va garder sur nous que le sac à dos qui comporte notre nourriture pour les 7 jours et tout le matériel dont on va avoir besoin. Du coup là, moi, je commence à stresser, donc je fais mon sac, je refais mon sac, je le refais. Je vérifie 100 000 fois le matériel obligatoire. Je me dis que mon sac est beaucoup trop lourd. Au début, il faisait plus de 9 kilos. Et là, je voyais d'autres coureurs, notamment, enfin surtout les coureurs élites qui avaient un tout petit sac. Je me dis, c'est pas possible, je peux pas partir avec plus de 9 kilos. Donc je devais faire des gros sacrifices. J'ai sacrifié le matelas. Ça a été dur à faire comme sacrifice. Je me suis dit que si je sacrifie ce matelas, je vais devoir dormir tous les jours à même le sol. Le sol, c'est pas du sable, c'était de la pierre, des cailloux et tout. Et effectivement, ça a été très compliqué. Je reviendrai sur ça juste après. J'ai dû me débarrasser de pas mal de nourriture que j'avais. Et finalement, j'ai réussi à partir avec à peu près 7,5 kilos pour la première étape. Toi aussi, t'as coupé ta brosse à dents et tout? Ouais, j'ai gardé chaque brosse à dents. C'est génial. Dernier petit footing hyper tranquille de 20 minutes avant donc le départ demain matin. Il va faire chaud apparemment, mais voilà, ça va être une expérience incroyable, je le sens. Après un an d'attente et de préparation, là j'y suis enfin. Je suis en plein désert du Sahara. Le départ du marathon des sables, ce sera demain matin, tôt. Je sais plus à quelle heure exactement. Là on voit donc la ligne de départ sera juste là, juste derrière moi. Il fait chaud, mais on va faire avec. Autre chose que je fais là pendant toute la journée, c'est de manger. Parce que je sortais du ramadan et je me disais, il faut absolument que je rattrape un potentiel déficit calorique et que je me recharge à fond, notamment en glucides. Et je passe ma première nuit sans matelas dans le désert. Et cette nuit-là, franchement, ça a été horrible. Franchement, j'en garde vraiment un mauvais souvenir. Je sentais les cailloux, les pierres partout au niveau des zones de contact. J'avais pas d'oreiller non plus. Donc je passe une nuit horrible. Je me lève toutes les demi-heures, toutes les heures en train de changer de position et tout. Et chose incroyable, c'est que à partir du 3e nuit, j'ai réussi à dormir hyper bien sans me réveiller la nuit. Ça montre les capacités incroyables qu'a le corps humain à s'adapter. Tout simplement, je pense qu'au début, donc c'est la première fois qu'on dort sur des pierres, il faut changer de position, sinon il y a des contacts qui se font de manière très prolongée et ça peut comprimer des vaisseaux, des nerfs, etc. D'ailleurs, je me suis réveillé la première nuit à un moment avec la main qui tombait, impossible de la relever, ça a pris plusieurs minutes avant que je puisse retrouver la mobilité de la main. Et avec le temps, je pense que le corps comprend lui-même qu'il faut changer de position, mais qu'il faut faire ce changement de position sans me réveiller pour ne pas altérer ma récupération et mon sommeil. Et au bout d'un moment, voilà, ça se fait tout seul. Et après cette première nuit, le lendemain, on se réveille, on s'habille, on met nos chaussures de course avec les guêtres. C'est tout le dispositif qu'il y a autour de la chaussure pour empêcher le sable de rentrer. Le sac à dos, on a nos bouteilles et tout, les gourdes sont remplies. Direction l'arche de départ pour la première étape. Bonjour. Ça va bien? Ça va, super. Comment ça se présente? Bah, on va voir. Hein. Ouais, hein. C'est le premier, un peu de stress. Mais bon. Ouais, t'as dormi un peu ou pas? Dur. Ouais. Parce qu'en fait, on n'a pas de matelas. Ah, t'as pas de matelas? Non. Pourquoi? Pour un problème de poids? Pour un problème de poids et de place dans le sac, quoi. Donc on dort direct sur le sol.
réveil toutes les heures à peu près, Ouais. changer un peu de position et tout. Bon, et la stratégie aujourd'hui, c'est de laisser venir, voir venir La stratégie, c'est de partir tranquille aujourd'hui, d'être vraiment dans l'observation et l'économie. La première étape, elle faisait, je vérifie sur le roadbook, alors elle faisait exactement 36 km. C'était une ligne droite, on a traversé 2 ou 3 passages de dunes, il y avait beaucoup de sable sur cette première étape. Et moi, ma stratégie pour la première étape, ça a été vraiment de partir, d'être dans l'observation, dans l'économie de course, de partir tranquillement, de ne pas accumuler de fatigue, et c'est ce que j'ai fait. J'ai terminé, je crois, 12e peut-être de la première étape, mais vraiment loin de la tête de course. Mais voilà, je suis arrivé au bivouac tranquille. On arrive sur le bivouac, le premier truc à faire, c'est déjà les pieds. Il faut le plus rapidement possible retirer ses chaussures pour mettre ses pieds à l'air, pour éviter la macération, éviter le développement d'ampoules et tout. C'est l'heure de faire ses besoins. Pour les besoins au Marathon des Sables, il n'y a pas de vraies toilettes. En fait, ce qu'ils mettent, c'est juste des petites cabines avec une chaise qui comporte un trou au milieu et on nous donne des sacs à caca. Quand on rentre donc dans la cabine, il faut mettre ce sac sur la chaise et après voilà, on fait ses besoins directement dans le sac, on le retire et on le met dans une poubelle qui se trouve juste à l'extérieur. Pour ceux qui ont pris des habits de rechange, ils peuvent se changer quand ils arrivent au bivouac. J'ai pris la décision de ne pas prendre de fringues de rechange, donc je courais, je dormais, j'ai passé une semaine dans les mêmes habits et ça c'était franchement hyper sale. À la fin je sentais une odeur horrible, vraiment horrible. Et voilà, donc je passe la journée comme ça à m'occuper de la tente, manger toute la nourriture que j'avais prévue. Ça c'est hyper important de vraiment manger tout ce qu'on a apporté parce que un des défis majeurs en fait au Marathon des Sables, c'est d'apporter du carburant pour le corps. Boire régulièrement aussi. L'eau par contre elle est limitée. Pendant la course on a le droit à 1 à 2 bouteilles d'eau par CP, donc tous les 10 à 14 km. Et dès qu'on arrive, on nous remet une bouteille de 1,5 litre et une grosse bouteille de 5 litres. Ça doit nous faire tenir tout le reste de la journée, la nuit et le début de l'étape du lendemain jusqu'au premier CP. Donc il faut être hyper économe sur l'eau. En plus il y avait des conditions climatiques qui étaient atroces. Franchement il faisait hyper chaud, il y a eu une canicule au Maroc à ce moment-là. Ce qui fait que prendre la douche c'est un truc que j'ai vite sacrifié. Quasiment toute l'eau c'était pour boire. Pendant une semaine on a bu que de l'eau chaude. Et franchement, au bout d'un moment, ça devient hyper relou. On a soif, il fait hyper chaud et donc le seul truc auquel on pense, c'est avoir de l'eau fraîche et il n'y a pas d'eau fraîche. Voilà pour mettre un petit peu dans les conditions du bivouac comment ça se passe. Et au fur et à mesure de la journée, les différents compagnons de tente arrivent progressivement. Ce sont des moments forts du Marathon des Sables. Il faut savoir que là, ça a été une année où il y a eu énormément d'abandons. C'était à peu près entre 30 et 40% d'abandons alors qu'habituellement, c'est environ 5%. C'était à cause des conditions climatiques. Il y avait toujours cette crainte de se dire on risque de perdre des personnes dans la tente. Nous, dans notre tente, il y a juste une personne qui a malheureusement pas pu finir la course. Ça s'est terminé pour elle sur l'étape longue, sur la 4e étape, à cause de gros problèmes au niveau des pieds et des ampoules qui empêchaient complètement tout déplacement. Le lendemain, étape numéro 2 qui faisait 31,7 km avec quand même 760 mètres de dénivelé. Ah oui, parce que sur l'étape 2, on avait monté le Djebel El Otfal. Pas facile. La fin de l'ascension du Djebel, en fait, c'était du sable. C'était vraiment hyper penché. Il y avait une corde sur le côté pour nous aider à monter. Je me rappelle très bien que pour économiser mes jambes, en fait, je mettais un maximum de force sur les bras en tirant sur la corde. Et il faisait tellement chaud, j'avais les mains complètement moites et tout. Et arrivé en haut, après, en fait, j'ai eu des ampoules au niveau des mains. Truc complètement paradoxal. Je pars au Marathon des Sables et je me retrouve avec des ampoules aux mains avant d'avoir des ampoules aux pieds. Et ces ampoules aux mains, en fait, elles sont quand même été embêtantes parce qu'à chaque fois que je prenais mes gourdes pour boire, ça me brûlait. Voilà, c'était pas hyper agréable. Mais honnêtement, comparé à tout ce que j'ai vécu et tout ce que je vais vous raconter, ça c'est vraiment c'est rien du tout quoi. Et la deuxième étape, pareil, je suis vraiment resté dans la tente, l'observation. J'ai pas voulu prendre de risques après l'ascension du Djebel El Otfal. Sur la descente, j'ai quasiment même pas couru. Je voulais pas prendre de risque de tomber. Je sais que je suis pas habitué à courir sur des grosses descentes, sur des terrains techniques. Je suis arrivé encore une fois 12e par là à peu près, mais tranquille. À l'arrivée, j'étais pas fatigué et tout. Et comme du coup, j'étais, je sais plus combien exactement, peut-être 12 ou 13 ou 11e. Je me disais que voilà, là je suis quand même pas loin du top 10. Je me suis pas donné du tout. J'ai économisé énormément d'énergie. Du coup, je commençais à gagner un petit peu en confiance. Alors, je vais vous partager un petit peu mes difficultés. Premièrement, l'eau. Je trouve que, en fait, moi j'ai vraiment beaucoup soif. Je trouve que j'en ai pas assez là. Deuxièmement, comme il fait hyper chaud, je sais pas, il doit faire peut-être 40 degrés, je pense, peut-être même plus au soleil. Toutes les bouteilles d'eau qu'il nous file, en fait, c'est de l'eau chaude. Prendre de l'eau chaude une fois, ça va, mais là, ça va
être comme ça pendant 6 jours. Pas facile ça non plus. Pour l'instant je trouve que je gère plutôt bien la thermorégulation pendant la course. Ça c'est un de mes gros défauts. Je sais que moi je supporte pas la chaleur, je thermorégule très mal. Et là j'ai mis en place une nouvelle stratégie que je vous conseille d'ailleurs si vous faites des courses haute chaleur. Boire hyper régulièrement, ça c'est classique. J'ai pris une pastille d'électrolytes, sels minéraux que je prends. Autre chose, et ça je ne faisais jamais avant, c'est la thermorégulation on va dire entre guillemets externe. J'essaie de m'arroser à peu près toutes les 20 minutes. Donc je m'arrose derrière la nuque, le visage, je mets de l'eau ici, je retire la casquette, je me mouille la tête, ensuite je mouille ma casquette et je la remets. Voilà, et ça à chaque fois honnêtement ça me donne un coup de fouet mais incroyable. Voilà, donc là on est juste à la fin de l'étape 2. Demain ça va être une étape encore de 35 km et après c'est une étape longue 90 km. Ça me fait vraiment peur. 90 km, j'ai jamais couru ça de ma vie. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Si vous vous demandez dans quel état sont mes pieds, je vais vous les montrer. Bon là je m'étais blessé avant le marathon des sables. Ça c'était la chute que j'avais faite quelques semaines avant le marathon des sables. Et là, voilà, les pieds, quelques ampoules, les ongles sont bien défoncés mais là voilà. Ça fait très longtemps que c'est comme ça. Dernière chose, vous voyez, pour être le plus léger possible, je me suis fabriqué des chaussons. En fait, c'était un tapis de sol que j'ai coupé. Et voilà, j'ai mis une petite épingle à nourrice ici pour que ça tienne. Ultra léger. Par contre, les épines d'acacia rentrent. Faut faire attention aux poses des pieds. Par contre, quand je suis parti voir le classement, j'ai vu que quand même les devants, ils ont commencé vraiment à bien creuser l'écart. Il y avait quand même un bon trou entre les 7-8 premiers et moi. Et je me disais que je ne veux pas prendre le départ de l'étape longue avec beaucoup trop d'écart avec le top 10. Donc, la troisième étape, ma stratégie, ça a été de courir un peu plus vite pour essayer de rattraper l'écart. C'est ce que j'ai fait une première moitié de course très prudente et la deuxième moitié, j'ai commencé à courir un petit peu à mon rythme. Et là, j'ai réussi à remonter, je crois que je suis arrivé 7e sur la troisième étape et j'ai vraiment réussi à recoller le groupe du top 10 puisque là j'étais juste à quelques minutes. Ouais, je te retrouve là, hilar, en pleine forme. T'as réussi quelque chose d'énorme aujourd'hui, raconte-moi. J'ai commencé en fait les 2 premières étapes vraiment tranquille. Aujourd'hui j'ai décidé d'aller un peu plus vite, donc je fais 7e. J'ai hyper chaud par contre, c'est hyper dur en fait de gérer en fait l'hydratation et tout, mais ça va, je suis content. Par contre demain 90 km, là ça fait un peu peur. Tu te considères comment? Comme un amateur ou un semi-pro? Un amateur qui essaie de s'entraîner comme un pro, de vivre le truc à fond. Comment tu fais avec tes horaires de toubib pour arriver à ménager du temps pour t'entraîner? Le matin très tôt, avant d'aller à l'hôpital, vers 6h en général je m'entraîne. Le midi à la pause déj, je prends juste un petit sandwich et je vais courir si je peux. Et parfois le soir, voilà. Est-ce que cette philosophie de l'effort long, du sport santé aussi, est-ce que c'est quelque chose que tu dispenses à tes patients? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ta philosophie de travail? De manière indéniable, je pense que c'est quelque chose qu'il faut transmettre, le dépassement de soi, l'activité sportive de manière générale. En tant qu'être humain, on a finalement assez peu de limites. Il n'y a rien d'impossible, mais il faut faire attention. Il faut y aller doucement, voilà. Et jamais renoncer à ses rêves. C'est ça, exactement. Et ton rêve, c'est quoi alors? Être finisher du marathon des sables et faire un top 10. Si j'arrive à faire un top 10, là c'est bon. Au classement général? Ouais, c'est mon rêve. Alors là, ça va faire mal. Allez, on lâche rien. Et là, on arrive à l'étape longue. Donc on passe la nuit au bivouac, on dort et le lendemain c'est le départ de l'étape longue. Les premiers, je sais plus, peut-être les 20 ou les 30 ou les 50 premiers, enfin je sais plus exactement, partent pour l'étape longue 3 heures après les autres. Donc moi je suis parti dans la deuxième vague, comme j'étais dans les 20 premiers. Du coup on part directement en pleine chaleur, il commençait vraiment à faire hyper chaud. C'était horrible. Je savais que un des trucs les plus importants si je veux réussir l'étape longue, ça allait être d'apporter du carburant, de m'hydrater et de refroidir mon corps. Apporter du carburant, ça commençait à me stresser parce que je pouvais pas piocher dans la nourriture que j'avais prévue pour les jours d'après et honnêtement je commençais vraiment à avoir faim. Et quand le premier groupe en fait a pris le départ de l'étape longue, dans l'attente entre le départ du premier groupe et notre départ 3 heures après, je me promenais dans le bivouac. En fait il y a les poubelles des tentes voisines, je regardais s'il n'y avait pas des petits trucs qui traînaient, des trucs jetés par les autres que je pouvais juste mettre dans ma bouche et manger quoi. C'est pour vous dire à quel point en fait quand on est dans le marathon des sables, en fait notre état d'esprit change complètement. On se concentre que sur les choses essentielles: manger, boire, trouver de l'ombre, éviter le soleil, dormir et se déplacer. Voilà, ce sont les seules préoccupations qu'on a en tête. Et le truc qui me stressait aussi vraiment pour l'étape longue, c'était la chaleur et l'hydratation. Je voyais pas mal de coureurs élites, notamment les Marocains, qui partaient, mais ils n'avaient même pas de gourde. En fait, ils partaient juste avec une bouteille de 1,5 litre ici, qui était même pas pleine parfois au départ. Je me disais, mais c'est complètement, c'est hallucinant d'avoir cette capacité, que leur corps en fait se soit adapté à pouvoir courir de si longues distances avec une chaleur mais hallucinante avec si peu d'eau quoi. J'aimerais
tellement aller voir d'un point de vue médical, d'un point de vue scientifique, toutes les adaptations qui ont été faites dans leur corps pour leur permettre d'être aussi performants avec si peu d'eau. Ma stratégie à moi, ça a été complètement l'inverse, ça a été de courir avec le maximum d'eau possible. Donc dès le départ, je remplissais mes 2 gourdes qui faisaient, je crois, 800 ml chacune. Je prenais une autre bouteille de 1,5 litre que je mettais sur ma poche avant. Du départ jusqu'au premier CP où on a le droit à 2 bouteilles supplémentaires, en général, j'arrivais à terminer les 2 gourdes et une bonne partie de la bouteille que j'avais là. Il me restait un petit peu d'eau. Au CP, je prenais les 2 bouteilles. Avec une des bouteilles, je remplissais les 2 gourdes. L'autre bouteille, donc je la mettais dans la poche avant et le reste de la bouteille qui me restait, soit je m'arrosais avec, soit je le gardais en main et en fait je courais. Donc ça m'arrivait parfois de courir avec une bouteille pleine ici, 2 gourdes pleines et une bouteille à moitié pleine en main. Ça m'alourdissait énormément. Ça fait à peu près 3 à 4,5 kg en plus. Quand je repartais après chaque CP, je sentais que j'étais beaucoup plus lourd et j'aurais pu prendre le risque ou la décision d'être plus léger et d'être donc plus performant sur l'allure de course, mais avec toujours ce risque de complètement exploser en plein vol à cause de l'hydratation. Moi j'ai préféré jouer la prudence, bien m'hydrater et utiliser aussi l'eau pour me refroidir. Très très efficace de se mouiller pour se refroidir, mais je pense que je l'ai un tout petit peu trop fait, ou en tout cas j'ai versé beaucoup trop d'eau sur moi, parce que l'eau après elle coule, elle rentre dans les chaussures et après on court les pieds mouillés et ça m'a posé de gros problèmes d'ampoule. Je vous avais montré sur mon compte Insta en story l'état de mes pieds à la fin, c'était catastrophique. Mes 2 pieds en gros c'était 2 grosses ampoules quoi. Là j'ai perdu je crois 7 ongles en tout. J'ai les pieds dans un état complètement lamentable. Alors l'étape longue, les kilomètres s'enchaînent. Au début ça allait très bien mais les températures commençaient à monter, mais il commençait à faire hyper chaud. Je pense qu'il faisait plus de 50 degrés. J'avais ma casquette et j'essayais de tourner ma casquette en fonction de la direction du soleil pour me protéger au maximum du soleil. J'essayais de boire au max et là il m'est arrivé un truc vraiment pas cool au CP4 je crois, donc c'est 40 et quelques kilomètres. Ouais, voilà, donc le CP4 c'est kilomètre 48,7. Ce qui se passe au CP4, j'arrive, je me sentais bien déshydraté, j'avais besoin de boire bien comme il faut. J'ouvre mes 2 gourdes, je prends une bouteille et je remplis les gourdes. J'avais une stratégie où dans une gourde je mettais de la boisson glucidique, enfin c'est une poudre glucidique que je mettais, donc ça c'était mon carburant, et dans l'autre je mettais des pastilles de sel, électrolytes, ce qui permet de mieux s'hydrater. Du coup une fois que les gourdes sont remplies, elles étaient restées ouvertes, faut savoir qu'on perd un petit peu en lucidité, je me penche et en fait en me penchant, je sais même pas d'ailleurs pourquoi je me suis penché, il y a les 2 gourdes qui se sont renversées, donc j'ai perdu quasiment toute l'eau qu'il y avait dans les gourdes. Du coup je regarde l'orga qui était juste en face de moi sur le CP, qui ont vu toute la scène, et je leur dis ok là je viens de perdre toute l'eau, est-ce que vous pouvez me passer une autre bouteille? Et là ils me disent bah non on peut pas, si on te passe une autre bouteille c'est pénalité, tu perds je sais plus combien de minutes ou d'heures. Je refuse donc la pénalité, je me dis ok tant pis, et je repars donc avec beaucoup moins d'eau, et ça je l'ai payé mais cash. Il me restait quasiment plus d'eau, en tout cas à peu près 4,5 km avant le prochain CP, le CP5. Enfin, j'avais tellement soif qu'en fait je regardais ma montre tout le temps, et en fait à chaque fois que je regardais ma montre ça avançait à peine de 200 mètres, ça me rendait complètement fou. Je me disais comment je vais arriver au CP5. J'avais trouvé une petite technique qui m'a permis de gagner un peu de temps, enfin un peu de kilomètres. Je prenais des petites gorgées d'eau, mais je les avalais pas, je les laissais en bouche le plus longtemps possible, et ça me soulageait un petit peu. À un moment je m'arrête pour aller uriner, pour faire pipi. Déjà j'avais mes urines qui étaient très concentrées, qui étaient très foncées, mais en plein milieu du jet, je vois que toute une partie de mon jet complètement rouge. Et là, c'est la première fois que ça m'arrive. Je me posais plein de questions, je savais pas ce qui se passait exactement, mais ça m'avait mis un gros coup au moral. Et je me rappelle que après cet épisode, à chaque fois que j'avais envie d'aller faire pipi, je ne regardais plus mes urines. En fait, j'urinais comme ça, je regardais en l'air, comme ça au moins, je sais pas ce qui se passe et ça me met pas d'autres coups au moral comme ça. Et j'arrive enfin à ce fameux CP5. Et ce CP5, là, je vais en parler parce que ça a été décisif. Tout s'est joué au niveau de ce CP5. Mais vraiment, tout s'est joué à ce moment-là. Il s'est passé un truc, il y a eu un déclic à ce moment-là qui a fait que sur la deuxième partie de course, j'ai réussi à dépasser complètement mes limites et à terminer hyper fort et à définitivement gagner la 5e place que j'ai maintenue jusqu'à la fin de la course puisque je suis arrivé 5e. Arrivé au CP5, je croise Patrick Montel que j'adore. Franchement, quand j'étais petit, moi j'étais fan d'athlétisme, c'était un peu la voix de l'athlétisme en France. C'est lui qui commentait tous les Jeux Olympiques, les championnats du monde et tout. Donc
Donc j'étais habitué à sa voix, quoi. Il m'encourageait à fond, il m'a filmé. Donc arrivé au CP5, je savais que je devais absolument boire, que je devais prendre du sel pour me réhydrater de manière efficace, que je devais manger. Et malgré la fatigue, malgré le manque de lucidité et tout, je trouve que tout ce que j'avais en tête, enfin que j'ai réussi vraiment à agir un peu comme un robot qui avait un programme clair en tête et qui devait le respecter. Et ça, on le voit très bien sur la séquence. On voit que j'ai pas toute ma tête, que je suis pas non plus hyper lucide, je parlais hyper vite, j'avais l'air complètement perturbé et tout, mais j'avais tous les automatismes de prendre la poudre glucidique, la mettre dans la gourde, prendre les électrolytes, les mettre là, prendre mes pastilles de sel, prendre mon plat lyophilisé. T'es dans le bon timing là. Ah mais j'ai hyper chaud. Ouais, mais t'es vachement bien placé là, oh. T'as géré quand même, ou t'en restes encore ou pas là? Ouais mais j'ai chaud. En fait c'est le CP d'avant. J'ai fait tomber ma bouteille en la remplissant. J'ai pas vu boire dedans, ils ont pas voulu m'en passer une autre. J'ai pas redemandé de bouteille parce qu'ils m'ont dit qu'ils mettaient une pénalité, c'est bon. Pour prendre le positif, t'es vraiment super bien hein, malgré tout. Hein. T'es devant les meilleurs Français là, hein, je veux dire, t'es juste derrière Mathieu là. Ouais. Bah ouais, tu te rends compte? C'est quoi ton truc là? Ça c'est un repas lyophilisé. Tu vas prendre le temps de manger un peu là? Sur la route. Sur la route? Ouais. Tu marches ou tu cours là? Ah, je vais marcher pour manger. Enfin le temps qu'il chauffe, je vais voir. Je sais pas encore comment je vais gérer ça. Ça c'est le Toubib qui nous donne la recette. Hein. Il est en train de faire un truc de folie là. Il est loin l'autre derrière. Et Blanchard devant, il est loin. Ouais, il est loin, mais t'es le deuxième derrière lui quand même. Hein. Ouais, faut oublier du coup. Non, faut pas oublier, non. Non, c'est suicidaire. Je préfère essayer d'assurer ça déjà. C'est énorme ce que t'es en train de faire là, je te le dis. Hein. On n'a pas le droit de s'asseoir ici. Hein. Ah bon, ok. Allez, merci. On lâche rien, mec. 20 minutes après, c'est bon, il était temps de manger mon plat lyophilisé. Et là, je me rends compte que j'ai pas de fourchette, j'ai pas de cuillère. Enfin si, j'en ai une, mais elle est dans mon sac. Donc ça veut dire qu'il faut que je retire tout le sac. Ça allait me faire perdre beaucoup trop de temps. Du coup, je me dis, ok, je vais tout manger à la main. C'était des pâtes que j'avais. J'ouvre le plat lyophilisé. Là, je pouvais pas courir parce que c'était un peu galère. Donc je me suis mis à marcher, mais marcher rapidement. Et je mettais ma main à l'intérieur du truc et je mangeais comme ça. Donc il y avait plein de nourriture, de sauce et tout qui coulait sur mes habits. C'était horrible, franchement. Mais voilà, ça m'a complètement reboosté, complètement rechargé. En plus de ça, c'était la fin de journée, le soleil commençait à se coucher, les températures baissaient un tout petit peu, mais il faisait toujours hyper chaud. Mais bon, le fait que voilà le soleil tape un peu moins, ça allait mieux. Et là, je croise quelqu'un, je demande à combien de temps est la personne devant moi. Il me dit qu'elle est à peu près, je crois, c'était à 15 minutes. Et je me suis mis dans la tête que je vais la dépasser et que je vais passer devant lui sur le classement. À un moment en courant, je sens qu'il y a un truc qui me transperce le pied. C'était le pied droit. En fait, c'était une épine d'acacia, qui était passée au travers de la semelle de ma chaussure. Et donc, à chaque fois que je posais à peine le pied, ça me faisait hyper mal. Du coup, j'essayais de courir sans poser le talon et je me disais, c'est pas possible. Je vais pas continuer à courir comme ça pendant genre 30 km. C'est mort. Peut-être qu'il faut que je m'arrête, que je retire ma chaussure, mes chaussettes et tout. Premièrement, ça allait me faire perdre beaucoup de temps. Et en plus de ça, le fait d'enlever ses chaussures qui étaient mouillées, chaussettes mouillées, avec le sable, la probabilité qu'il y ait genre un coup de vent qui passe et qui ramène du sable dans la chaussure ou sur les chaussettes, ou que je fasse tomber la chaussette, ou que mon pied touche le sol et que je sois plein de sable, là ça allait être pire avec le sable qui est hyper abrasif pour se blesser et pour avoir des ampoules. Donc du coup je me dis l'épine elle doit être peut-être à moitié enfoncée, donc ce que je vais faire c'est que je vais l'enfoncer à fond. Du coup je m'arrête, je tape un bon coup par terre sur mon talon pour bien tout enfoncer et être entre guillemets tranquille le temps d'arriver au bivouac. En tout cas ça a marché puisqu'après je sentais plus grand chose et là j'ai commencé à accélérer. Mais quand je dis accélérer, c'est vraiment accélérer. Le soleil tapait beaucoup moins, la surface du sol en fait on avait quitté le sable, on a été sur une surface qui était un peu plus dure et je suis passé d'un coup à des allures à peu près à 4 minutes 15 au kilomètre. Parfois j'allais même plus vite que ça, peut-être pas sur un kilomètre entier, mais parfois je courais à 3,50, 3,45 sur certaines sections. Et le pire c'est que je me sentais vraiment bien, j'avais l'impression que c'est bon, là je pouvais vraiment courir à ces allures pendant, pendant énormément de kilomètres. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais clairement dans mon corps et dans mon esprit, il y a eu un déclic qui a fait que j'ai été capable de courir aussi vite. Et d'un coup, je commence à voir au loin le concurrent qui était devant moi. Je me dis
disais que c'était possible de le rattraper, mais je pensais pas que j'allais le rattraper aussitôt. Je l'ai rattrapé à peu près à, je crois il devait rester 16 km avant l'arrivée. Je le passe à fond. Je pense qu'au moment où je l'ai doublé, je devais être, je pense, en moins de 4 minutes au kilomètre, donc un peu plus de 15 km/h avec le sac et tout. Et là, sur les kilomètres restants, donc sur les 15 à 18 km restants, je crois que j'ai réussi à le distancer de plus de 20 ou 30 minutes. Enfin, je sais plus exactement, mais je crois que c'était plus de 20 minutes. La nuit tombe, là, il a fallu allumer la lampe frontale et ça m'a fait tellement de bien de plus du tout avoir de soleil. Du coup, tout ce qui me restait en eau sur ma ventrale, j'ai tout versé sur ma tête, sur mon corps et tout. J'ai bu mes gourdes et j'ai tracé sur les 7 derniers kilomètres. Donc, je vois la ligne d'arrivée, hyper ému, hyper content, mais je me sentais hyper bien. Franchement, j'avais vraiment la sensation, le sentiment que je pouvais encore courir 20, 30, 40 km. En fait, je voulais plus que ça s'arrête. Alors que à 40 km avant, j'étais au bout de ma vie et je me disais que potentiellement, je vais devoir arrêter ou qu'il allait peut-être m'arriver un truc au niveau de ma santé. Enfin, voilà, j'étais vraiment en panique. Et là, la ligne d'arrivée, j'étais complètement euphorique. Je passe la ligne d'arrivée, je me sentais hyper bien. Je m'arrête. Et en fait, je me rends compte que c'était juste un leurre. Enfin, j'avais l'impression d'être hyper bien. Mais dès que je me suis arrêté, plus d'énergie du tout. Je sentais mon corps hyper faible. J'arrive donc complètement explosé. Franchement, je ne pouvais plus rien faire du tout. J'ai bu de l'eau, je suis parti directement dans la tente. Je me suis allongé, j'ai dormi. Mais ça a été hyper dur de dormir. En fait, j'avais des douleurs aux quadriceps, aux ischios, aux mollets, partout, des douleurs aux jambes que j'avais jamais ressenties avant. Et de manière assez paradoxale, je pensais que j'allais avoir des grosses courbatures, mais pendant tout le marathon des sables, je n'ai jamais eu de courbatures. Et voilà donc comment s'est passée cette étape longue qui a été l'étape décisive pour moi. C'est là où j'ai été chercher la 5e place. Et dans la douleur, dans des conditions hostiles, enfin tout était dur, il faisait chaud, on buvait que de l'eau chaude, on dormait à même le sol, il fallait se déplacer tous les jours, une étape longue qui fait 90 km. Je ne me suis jamais senti aussi, entre guillemets, vivant quoi. Et jamais senti aussi connecté à des choses essentielles de la vie. Tout le superflu, le côté matériel, le confort et tout, c'est vraiment le dernier des soucis là-bas. Là-bas, c'est juste on mange, on se déplace, on dort, on cherche de l'eau, point barre. Et là, je suis à peine arrivé en France et franchement, je commence déjà à être nostalgique de ce mode de vie. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous ai dit que clairement, pour moi en tout cas, il y a un avant et après marathon des sables. Le lendemain, ensuite, ça a été le jour de repos. Pendant ce jour de repos, c'était repos total en fait. Mais il faisait extrêmement chaud. Je me rappelle l'après-midi, on avait fait une sieste dans la tente, mais une sieste qui était désagréable. Une sieste où en gros, on respire de l'air, mais de l'air vraiment chaud. De temps en temps, on ouvre les yeux, on se réveille, la bouche sèche. On sent qu'on doit boire, qu'on a très soif, l'eau très chaude. Je crois que c'était la pire sieste de ma vie. Et pendant ce jour de repos, l'organe nous a offert une petite bouteille de coca, enfin c'était du coca marocain, local, à peu près frais. Je crois que c'est le coca que j'ai le plus savouré de ma vie. Par contre, moi mes pieds là, ça n'allait pas du tout. J'avais des ampoules énormes, j'étais blessé au niveau de la plante des pieds, c'était le pied gauche. Mes pieds commençaient à gonfler, je commençais à avoir du mal à rentrer dans mes chaussures et là je commençais vraiment à paniquer et me dire que voilà, l'étape du lendemain, la dernière étape qui est l'étape marathon, 42 km, ça va être compliqué. Physiquement, je me sentais bien, j'étais prêt en fait physiquement, mentalement et tout à aller essayer de peut-être même chercher une autre place supplémentaire. Je savais que les 3 premières places étaient morts. Mathieu Blanchard qui arrivait 3e pour moi était intouchable, il était trop loin de moi. Par contre le 4e, il y avait moyen que je revienne sur lui. En plus j'étais assez confiant puisque il restait qu'une étape, que le sac devenait de plus en plus léger et que courir vite, enfin moi de base je suis pas du tout un coureur d'ultra et je me disais que voilà, s'il faut courir un peu plus vite, je me sentais de le faire. Par contre mes pieds, ça m'inquiétait à fond et je me disais ça serait tellement bête, tellement dommage de gâcher son marathon des sables sur la dernière étape à cause de problèmes de pieds. On passe la nuit, le matin je me réveille et mes pieds ça va pas. Je mets mes chaussures, les pieds vraiment douloureux, le moindre petit pas ça me fait hyper mal. 1 heure avant le départ, je mets mes chaussures, je commence à marcher pour faire des petits tests et tout. Gros coup au moral. J'ai pris juste avant le départ, enfin quelques minutes avant le départ, j'ai pris un Doliprane, je démarre. J'ai eu mal au début, après les douleurs au bout d'un moment, voilà, on les oublie. Et finalement, je pense que je me suis surestimé, mais j'étais beaucoup plus fatigué que ce que je le pensais. En plus, il faisait hyper chaud. J'ai grave galéré sur la dernière étape à cause de la chaleur. Le concurrent que j'avais doublé sur l'étape longue en fait était devant moi. Moi j'avais à peu près 20 minutes ou 15 minutes d'avance sur lui. Là je le voyais plus. Il y a quelqu'un en plein milieu de l'étape qui me dit qu'il est à peu près à 10-12 minutes. Et là je me dis je risque de perdre la 5e place. Mais dans ma tête je restais encore confiant parce que mes pieds ils me faisaient mal mais ça allait encore. Et j'avais confiance sur ma capacité à finir vite sur les 10-15 derniers kilomètres. Et arrivé aux 12 derniers kilomètres, là je commence à tracer. Là je commence à prendre des allures beaucoup
plus élevé et d'un coup, grosse douleur, mais énorme douleur sur la plante du pied gauche. J'avais l'impression qu'on m'enfonçait à couteau à chaque foulée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une grosse ampoule là sur toute la plante du pied gauche. Je pense que l'ampoule à ce moment-là, elle s'est ouverte, ou je sais pas exactement, mais à chaque fois que je posais mes pieds, ça me tirait, ça brûlait à fond. Du coup là, j'ai compris directement que je pourrais pas finir aussi vite que ce que je voulais, mais que dans tous les cas, il faut que je donne le maximum et que j'aille le plus vite possible pour réduire l'écart. Chose faite, puisque finalement, à l'arrivée, je crois qu'il y avait à peu près 2 minutes entre moi et lui, donc j'ai vraiment réussi à rattraper plus de 10 minutes d'écart sur la fin de course, et j'ai réussi donc à garder ma 5e place définitive au Marathon des Sables. Et voilà, le Marathon des Sables se termine. Là, je suis dans les dunes de Merzouga, c'est magnifique. C'était extrêmement dur. Là, je dois m'occuper de mes pieds, ils sont complètement défoncés. Et merci à tous pour votre soutien, ça m'a énormément aidé. Je suis épuisé. Allez, à très bientôt. Je vais vous montrer le trophée que j'ai eu pour la 5e place, tellement je suis fier du truc. Je l'ai mis là-bas derrière sur l'étagère. Et voilà, 1 an d'entraînement, 250 km parcourus, en plein soleil, pour avoir ça. Et dans le bus, c'était 6 heures de bus avec une odeur. Mais je vous raconte pas l'odeur. S'il y avait une odeur, mais horrible. J'ai même eu des nausées dans le bus. Enfin, moi, je sentais mauvais, mais au bout d'un moment, en fait, on sent plus sa propre odeur. Mais l'odeur des autres, franchement, rien que d'y penser, là, ça me dégoûte. Mais bon, moi aussi, je sentais hyper mauvais. J'ai quand même passé une semaine dans le désert à courir et tout avec la même tenue, le même short, t-shirt. Je me suis quasiment jamais lavé. Les seules fois où je me suis lavé, c'était avec une petite bouteille. J'avais percé le bouchon pour verser un tout petit peu d'eau. Voilà mon aventure du Marathon des Sables. La vidéo a été beaucoup plus longue que prévu, mais c'est pas grave. Enfin, voilà, je voulais vraiment essayer d'être le plus complet possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et surtout, je vous souhaite à tous de trouver un défi et d'aller jusqu'au bout, parce que les émotions que ça procure, vous allez voir, sont indescriptibles. C'était Dr Isa avec vous. À très bientôt.